Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour ce nouveau Jeudi de Lima avec un invité exceptionnel, l'historien Benjamin Stora. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors Benjamin, on ne vous présente plus, mais je donnerai quand même quelques éléments vous concernant. Donc vous êtes un historien reconnu des mémoires et de l'histoire de la guerre d'Algérie et du fait colonial, entre autres choses, et plus largement du Maghreb contemporain. Ancien professeur des universités, notamment à Paris 13, à l'INALCO et dans plusieurs universités à l'international, vous avez consacré il y a peu un rapport retentissant appelé Rapport Stora, n'est-ce pas, remis au président de la République Emmanuel Macron, qui vous l'avait commandé cet été, l'été 2020, pardon, c'est ça, et que vous avez remis en janvier 2021. Ce rapport aujourd'hui fait l'objet d'une édition chez Albin Michel, agrémentée d'annexes sur des aspects importants de votre rapport, notamment certains discours jalons des relations franco-algériennes, l'état de la question concernant les archives franco-algériennes, notamment en France, et leurs ouvertures prochaines, et enfin des éléments bibliographiques de part et d'autre de la Méditerranée ou à l'international qui éclairent par les travaux, notamment des historiens, cette relation ancienne, tumultueuse, qui fait l'objet de ce rapport, de cette, je cite le président de la République, mission de réflexion qui vise à réconcilier les mémoires et la France et l'Algérie. Donc vaste programme. Nous allons revenir pendant une petite heure sur cette mission qui vous a été confiée, sur le rapport que vous avez ainsi livré, qui a suscité de très nombreux débats, ici en France, mais également en Algérie, et qui, au moins dans son aspect événement, a remis sur l'établi la question du chantier des mémoires et de l'histoire, du fait colonial et de la guerre d'Algérie. Cher Benjamin, en introduction, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez accepté cette mission de réflexion ? Merci Naïma d'abord pour cette invitation et ce débat ensemble. Donc ça c'est intéressant, c'est important. Pour vous dire la vérité, j'ai beaucoup hésité avant d'accepter cette mission très particulière. Puisque j'avais été contacté en février-mars 2020, puis ensuite il y a eu le premier confinement, ce qui a différé la chose, et j'ai beaucoup réfléchi pendant ce premier confinement, parce que c'est très difficile en fait de vouloir réconcilier les mémoires de la France et de l'Algérie. On y reviendra bien sûr. Les points de vue sont très très opposés les uns par rapport aux autres, par rapport à l'histoire, au monde. Les mémoires bien sûr sont blessées, mais pas de manière identique bien sûr, parce qu'il y a des rapports de domination puis des dominés, donc c'est pas la même chose. Et donc je m'étais dit dans le fond, il y a beaucoup de coups à prendre dans cette histoire et bien peu de gratification à avoir. Mais pour être honnête, je pensais que ce rapport, le président de la République m'avait demandé de faire quelque chose de très personnel, puisqu'il n'y a pas eu de commission autour de moi. C'était un point de vue personnel, subjectif, à partir des 40 ans ou 45 ans de travail, faire une sorte d'état des lieux, d'inventaire, et c'était pas autre chose que cela. C'est-à-dire une sorte de rapport de synthèse. Alors, quand il m'a dit ça, je me suis dit, bon, dans le fond, faire un très court rapport de synthèse à partir de toute l'expérience qui a été la mienne depuis les années 70, en fait, fondamentalement. Bon, je me suis dit, dans le fond, je vais faire ça en quelques mois, et puis il y aura un débat sur cette question-là, et puis voilà, et puis ce sera très rapide, dans le fond. Voilà, c'était à peu près l'état d'esprit qui était le mien, sans me douter vraiment qu'il y aurait un tel retentissement. Je ne pensais absolument pas qu'il y aurait un tel retentissement, parce que j'avais déjà eu l'habitude de faire des rapports avant. J'avais fait un rapport sur les réfugiés, la culture, j'avais fait un rapport sur l'état des lieux de l'immigration en France, des recherches sur l'immigration en France. J'avais fait un rapport aussi avec d'autres historiens d'ailleurs sur les massacres en Guadeloupe en mai 1967. Tous ces rapports que j'ai faits dans les dernières années, que personne ne connaît. Sauf moi. Voilà, oui. On n'avait eu absolument aucun retentissement. Enfin, très faible retentissement. Très peu de discussions, pratiquement pas d'entretien dans la presse à chaque fois. Donc, moi, dans mon esprit, je me suis dit, dans le fond, ce sera à peu près la même chose, quoi. Il y aura peut-être le jour ou le jour d'après
il y aura effectivement quelques articles dans la presse, et puis ensuite, bon, la vie reprendra son cours, et puis voilà. Pas du tout cette fois-ci, pas du tout, pas du tout. Et j'ai été effectivement étonné de l'extraordinaire impact médiatique, au point que mon rapport, le rapport de Benjamin Stora, est devenu, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, le rapport Stora, ce qui fait qu'il échappait à la personne de Benjamin Stora lui-même. Tout à fait. Donc ça devenait complètement, j'allais presque dire surréaliste pour moi, quoi. Sachant que, bon, je ne l'ai pas dit, mais vous signez plus d'une cinquantaine d'ouvrages, de nombreux films, des scénarios, des romans graphiques, un certain nombre de productions à visée, je veux dire, de vulgarisation, de réflexion et à dimension aussi mémorielle et personnelle. Quand vous faites ce rapport, et ce n'est pas la première fois qu'un président de la République vous sollicite et vous demande votre conseil pour ces politiques d'histoire et de mémoire, vous l'avez fait presque avec tous les présidents depuis le président François Mitterrand. Est-ce que aujourd'hui, la temporalité dans laquelle nous sommes, à l'aube du 60e anniversaire, peut expliquer le retentissement de propositions effectivement qu'on retrouve parfois déjà dans vos travaux? Tout à fait, vous avez raison de le souligner, parce que j'ai effectivement rencontré dans les années 80-90 François Mitterrand à 4 reprises pour discuter de ces questions, à sa demande. J'ai vu pas longtemps Jacques Chirac, c'était d'ailleurs à l'occasion, c'est un souvenir qui revient en moi au moment où je vous parle, c'est notamment à l'occasion de la remise de la Légion d'honneur de Gisèle Halimi. Que j'ai rencontré Jacques Chirac à l'Élysée, avec qui nous avons discuté à cette occasion-là. Vous voyez, c'est une coïncidence de l'histoire. Nicolas Sarkozy aussi, que j'ai vu à l'Élysée, en tête-à-tête, pendant 1h30, en 2009. Donc c'était aussi intéressant. François Hollande, bien entendu, je le connaissais d'avant, par mes engagements politiques, c'est pas un secret. Donc je connaissais bien François Hollande avant, bien sûr. Je l'avais soutenu dans sa campagne présidentielle. À l'époque, on était d'ailleurs un très petit groupe à soutenir François Hollande. C'était Dominique Strauss-Kahn qui devait gagner. Vous connaissez la suite de l'histoire. On connaît évidemment. La suite. Et je me rappelle, dans les dîners qui existaient en ville à cette époque, en 2010-2011, les gens se moquaient de moi parce que je soutenais François Hollande. Alors c'était vraiment l'objet de rigolade, à l'époque. Bon. Bref, fermons cette parenthèse, mais avec une précision, c'est qu'aucun de ces présidents de la République, avec qui j'ai eu des discussions, effectivement, je m'en cache pas, ne m'avait demandé de faire un rapport en tant que tel. C'était simplement des discussions informelles ou bien des préparations de discours. Le discours, par exemple, celui de François Hollande à Alger en décembre 2012. Ça, c'est vrai. Mais il n'y avait pas chez eux, disons, la volonté d'écrire quelque chose qui reste marqué pour, je l'ai presque dire, pour toujours dans l'histoire. Il s'agissait d'un échange informel, de discussions informelles, encore une fois, à partir de toutes mes expériences antérieures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous soulignez un aspect très important, c'est que les rencontres dans les années 80-90 et les rencontres dans les années 2000-2010 ne peuvent pas être, disons, aussi importantes, aussi différentes que celles que j'ai pu avoir dans les années 2017-2020. C'est-à-dire que le temps a changé considérablement. Au temps de François Mitterrand, la mémoire de la guerre d'Algérie était quand même extrêmement enfouie. C'est-à-dire que c'était pas du tout, on n'était pas du tout, disons, dans les remontées de mémoire. À l'époque, rappelez-vous, les remontées de mémoire du point de vue du passé sombre de la France, c'était Vichy. C'était Vichy, c'est-à-dire qu'il y avait tout un débat, notamment par exemple, je me souviens du livre d'Henri Rousseau, Le syndrome de Vichy, bien sûr le procès de Klaus Barbie en 1987, et puis la polémique avant, dans les années 70, autour de Paxton et du chagrin et de l'amitié. J'allais vous demander. Voilà. Et donc on était dans ce moment de mémoire, de remontée de mémoire, de mise en accusation dans les années 70-80, dans la mise en accusation de Vichy. Mais ce n'était pas l'Algérie, c'était pas du tout l'Algérie. Bon, en ignorant d'ailleurs quelle avait été réellement l'attitude de François Mitterrand sous Vichy, c'est là qu'on l'a découvert. C'est à ce moment-là qu'on a découvert son amitié avec René Bousquet, etc., etc. Mais on ne savait pas encore, à cette époque-là, quelle avait été réellement l'attitude de François Mitterrand pendant la guerre d'Algérie. J'allais vous demander, puisque le fameux « L'Algérie, c'est la France » de François Mitterrand, jeune ministre de l'Intérieur qui accède, qui répond au rêve de la gauche française en accédant au poste suprême de président de la République, vous le rencontrez, vous cheminez
à la fois en tant qu'historien et aussi comme historien engagé, Oui. engagé à gauche. Vous rencontrez, et je vais vite dans l'histoire, on revient en 2017 et à ce rapport qui en est peut-être le produit de cette discussion engagée avec l'actuel président de la République. On a beaucoup dit que Emmanuel Macron était le premier président qui n'était pas directement impacté, ou en tout cas acteur de ces années de guerre. On aurait pu dire ça aussi, je crois, de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que cette nouvelle séquence, dans ces retours de mémoire, dans cette recherche de réconciliation, avec des mots-clés, repentance, réconciliation, histoire, mémoire, vous dites à la page 17 de votre rapport, ici publié chez Albin Michel, vous parlez du piège des mémoires individuelles dans lequel nous serions encore, si j'ose dire aujourd'hui, peut-être prisonniers. Je reprends votre citation exacte. C'est un exercice difficile que d'écrire sur la colonisation et la guerre d'Algérie, car longtemps après avoir été figée dans les eaux glacées de l'oubli, cette guerre est venue s'échouer, s'engluer dans le piège fermé des mémoires individuelles. Sommes-nous sortis de cette séquence des mémoires individuelles avec cette nouvelle génération qui demande des comptes sur cette histoire et cette mémoire singulière des relations franco-algériennes? C'est toute la difficulté, parce qu'effectivement, dans les années 2000, la mémoire de la guerre d'Algérie va revenir dans la vie culturelle et politique française en force. Mais elle va revenir en force parce que ce n'est pas simplement le fait d'une volonté politique au sommet de l'État, mais c'est d'abord le produit du fait d'une mobilisation citoyenne. J'allais presque dire d'une mobilisation citoyenne décalée, parce que les mouvements des enfants de l'immigration postcoloniale avaient commencé dès les années 80. Mais ça n'a explosé véritablement, selon moi, que 20 ans plus tard, c'est-à-dire dans les années 2000. C'est-à-dire que les gens qui étaient dans la rue dans les années 80, ils avaient grosso modo 25 ans, 25-30 ans, avec l'espoir que la France reconnaîtrait l'existence d'un racisme de type colonial en rapport avec la mémoire de leur père de l'époque, les immigrés algériens en France, pour aller vite, des années 50. Et c'était leur souhait, c'était leur volonté. Force est de constater que 20 ans plus tard, s'il n'y avait toujours pas eu cette reconnaissance. C'est-à-dire qu'on a pris du retard du point de vue de l'État. Donc la mobilisation, elle a repris sous une autre forme, elle s'est développée, mais cette fois-ci, j'allais presque dire, non plus simplement les enfants, qui sont devenus grands 20 ans plus tard, qui avaient donc 50 ans, mais à la limite presque des petits-enfants, je veux dire, de tous ces groupes porteurs de mémoire, et qui se sont, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, radicalisés sur les questions mémorielles. C'est-à-dire qu'il y avait une mobilisation avec le fait de demander des comptes sur ce retard qui était pris, etc. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une mobilisation aussi journalistique, pas intellectuelle, mais journalistique. C'est-à-dire le travail qu'a fait Florence Baugé, par exemple, au Monde, avec l'enquête qui est parue autour de l'assassinat de Larbi Ben Midi et d'Ali Boumengel, qui avait été tué par Paul Ossarès et dont il reconnaissait le meurtre. Dans un ouvrage, effectivement. C'était quand même absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il reconnaissait le meurtre, et donc ça, on le doit au travail journalistique, et non pas simplement, le travail historien, alors que le travail historien, ça c'est le troisième point, a beaucoup progressé, bien sûr. Les soutenances de thèse, je ne vais pas citer les noms dont vous faites partie, bien sûr, qui ont tous travaillé, écrit, été aux archives, etc. Tramor Kemener, vous-même, Lydia Aït-Saadi, Linda Amiri, etc., qui sont Marie Chaumineau, qui sont les nouvelles générations, je veux dire des chercheurs précédés d'une autre génération, comme celle de Sylvie Thénault et Raphaël Branche. Donc il y avait quand même un appétit, un désir d'écriture, je veux dire historien, qui était très puissant. Donc si vous combinez tous ces éléments, on voit un retour. Mais ce retour précisément, et effectivement c'est ce que je mets dans cette citation, cette force de retour n'a pas permis pour autant de dégager, j'allais dire presque, une sorte de sortie des mémoires individuelles de chacun des groupes. C'est-à-dire qu'on n'est pas parvenu quand même à faire en sorte que la mémoire circule entre les différents groupes. C'est-à-dire qu'on n'est pas parvenu à sortir d'une sorte de séparation des mémoires, où chaque groupe, issu de l'immigration, issu des mouvements harkis, issu des mouvements pieds noirs, issu des soldats, n'oublions pas les soldats, les appelés, parce que c'est le plus grand groupe porteur de la mémoire de l'Algérie, ce sont les soldats. C'est les appelés, 1,5 million quand même sont allés en Algérie. C'est gigantesque, c'est le groupe le plus important. Eh bien, malgré, disons, toutes ces mobilisations que je viens d'indiquer, eh bien, il n'y avait pas encore la possibilité de
frappé un grand coup, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu d'actes politiques. Il y avait eu des propos, des discours, des textes, alors encore une fois du travail journalistique, beaucoup de soutenance de thèses sur le plan historique, etc. Mais le fait de frapper un grand coup dans l'opinion publique française par une mesure au sommet de l'État, bah, ce n'était pas intervenu. Il a fallu attendre, effectivement, Maurice Audin. C'est-à-dire que le fait de reconnaître par l'État français. En 2018. En 2018, l'assassinat, enfin le meurtre, l'enlèvement, pardon, l'assassinat de Maurice Audin, mathématicien français, militant communiste, enlevé, engagé du côté des indépendantistes algériens, enfin bon, etc. Ça a été un coup. Là, c'est un passage. Et Emmanuel Macron voulait aller plus loin que François Hollande sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'il ne suffisait pas de prononcer des discours, mais il fallait trouver et prononcer des choses concrètes, c'est-à-dire des choses réelles qui puissent, disons, entraîner un basculement dans l'analyse et le regard sur cette société. Et c'est dans ce cadre-là qu'il m'a demandé de faire le rapport. Parce que, page 35, vous évoquez le concept de mémoire hémiplégique, en parlant de ces couloirs de nage que seraient les mémoires individuelles des groupes porteurs que vous avez énumérés. Pour sortir de cette mémoire hémiplégique, vous appelez à prendre en charge un récit historique et mémoriel sur l'entreprise coloniale et non pas sur la séquence seule de la guerre d'Algérie. Est-ce que vous pouvez porter aujourd'hui un diagnostic sur ce travail historique et mémoriel sur l'entreprise coloniale, au moins en Afrique du Nord, puisque c'est une histoire beaucoup plus complexe? Oui, vous avez raison d'utiliser le terme de mémoire hémiplégique parce que c'est un reproche qui m'a été fait moi-même. On ne parle que des Algériens, etc. Or, moi, dans ma vie intellectuelle, j'ai commencé par parler des Algériens, du nationalisme et de l'indépendance, bien sûr. Mais chez les Algériens, j'ai parlé des affrontements entre Algériens. C'est-à-dire, j'ai parlé, par exemple, ce qui ne faisait pas plaisir aux Algériens dans les années 70-80, lorsque je faisais ma biographie de Messali ou même de Ferhat Abbas, j'ai parlé du massacre de Melouza, par exemple, en 1957. Ça ne fait pas plaisir, du point de vue de la marche en avant du nationalisme algérien. C'est pas évident. Bon. Et ensuite, comme vous le savez, je me suis intéressé à l'histoire politique française en faisant la biographie de François Mitterrand et la guerre d'Algérie. Alors ça a eu effectivement un petit retentissement quand même, parce qu'on s'est aperçu que François Mitterrand avait été ministre, non pas simplement de l'Intérieur, mais ministre de la Justice, et qu'il y a eu donc des Algériens qui avaient été guillotinés. Bon, ensuite, bien sûr, la biographie de Charles de Gaulle, c'est-à-dire le problème du passage à l'indépendance. Comment se fait-il que cette indépendance s'est déroulée de cette manière-là? Pourquoi je vous dis tout cela? C'est parce que moi, dans ma vie intellectuelle, j'ai travaillé sur les Algériens, j'ai travaillé sur la vie politique française, j'ai fait à la fois les bios de Messali et de Ferhat Abbas, mais de Mitterrand et de De Gaulle. Et donc, y compris lorsque j'ai dirigé un livre important avec Mohamed Arbis qui s'appelle La guerre d'Algérie, qui est sorti chez Lafon en 2004, il y avait plusieurs grands articles que j'ai dirigés sur les pieds noirs et sur les harkis. C'est-à-dire que moi j'ai cherché à regarder de tous les côtés et essayer dans mon travail intellectuel de vaincre, c'est peut-être le mot est trop fort, mais au moins de dépasser cette mémoire hémiplégique pour regarder de tous les côtés. Et je me suis aperçu que c'était très difficile, en fait. C'est-à-dire qu'on a beau circuler sur le plan académique, on a beau essayer de parler des uns sur les autres, des uns avec les autres, etc., on n'y arrive pas. Et là, je me suis dit, dans le fond, si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on reste englué sur une seule séquence. La séquence finale, la séquence de la guerre d'Algérie. Et il m'est venu une idée, en travaillant, c'est que la plupart des dates de commémoration, quand on parle de la guerre d'Algérie ou du fait colonial, elles sont pratiquement toutes sur les 6 derniers mois de la guerre d'Algérie. C'est un autre aspect. 17 octobre 61, oui. 5 février 62, Charonne, 19 mars, les accords d'Évian, 26 mars, fusillade de l'aéro d'Isly, 5 juillet, indépendance de l'Algérie, enlèvement des Européens à Oran. Vous avez 6 dates pour 5 mois. C'est-à-dire que les dates de la guerre d'Algérie, de commémoration, un embouteillage de dates, mais qui toutes traitent de la fin de la guerre d'Algérie. Mais pas de l'origine, mais pas de tout ce qui est en amont. Et là, je me suis dit, il faut effectivement maintenant aller très loin en amont. On ne peut pas rester prisonnier des 5 dernières dates de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire, la violence devient littéralement incompréhensible.
C'est-à-dire cette espèce de haine accumulée, de violence terrible, d'assassinats par l'OAS, par le FLN, parce que tout ce que vous voudrez. Pourquoi ces gens, dans le fond, se sont à ce point séparés, se disputent et 60 ans plus tard, continuent encore, 60 ans après, de se disputer. Et là, je me suis dit, il faut remonter en amont. Et là, c'est la colonisation. Et là, j'ai fait tout un truc sur l'origine de la guerre d'Algérie, c'est la colonisation. Et j'ai fait un chapitre là-dessus, on m'a dit, oui, il ne parle pas de la colonisation. Ben, je suis désolé, il suffit de lire le livre quand même, parce que c'est écrit noir sur blanc, à l'origine de toute cette histoire, c'est le fait colonial. Justement, sur ces aspects, on reviendra sur les préconisations, et notamment les réparations, j'allais dire, symboliques que vous proposez pour répondre à cette question. Vous évoquez la difficulté de trouver une date commune de commémoration, ne serait-ce que dans la société française. Ou en tout cas les groupes de mémoire que sont les Pieds Noirs, les soldats, etc., etc. Et de ce point de vue-là, en creux, quand vous parlez de cette variété des points de vue, des mémoires, du conflit, vous parlez aussi d'un monde du contact. Certains vous ont dénié le droit de dire qu'il y avait un monde du contact et vous donnez des exemples précis. Peut-être pourriez-vous expliciter ce concept ? Oui, alors tout à fait, parce que là, ça a été un objet de polémique, de débat, de discussion après la sortie de mon rapport, parce que certains, notamment à l'ultra-gauche, m'ont expliqué qu'il n'y avait pas de monde du contact. La bataille était bloc à bloc. C'est-à-dire qu'on a eu 132 ans de présence coloniale qui s'est déroulée d'une manière très simple. Il y a eu d'un côté un peuple résistant unanime et homogène, et de l'autre côté des colonisateurs. Voilà. Et donc le bloc à bloc, ça n'a jamais existé, c'est une invention, etc. Alors moi je dirais à cela que moi je l'ai vécu le bloc à bloc, c'est ça le problème, c'est que je ne suis pas simplement un historien, j'ai vécu le monde à bloc, j'ai vécu dans des rues où on parlait tous ensemble en arabe entre les juifs et les musulmans, où on écoutait la même musique, et vous voyez, j'ai vécu ça, c'est cette espèce de circulation, de vivre ensemble de l'époque, de métissage, de tout ce qu'on voudra, c'est pas une invention de ma part. Ça, je me réfère à mon vécu. Alors bien sûr, il y avait des séparations juridiques. Bien sûr, il y avait des gens qui étaient dominants et des gens dominés. Bien sûr, sur le plan politique. Personne ne peut nier ça. Mais en même temps, il y avait un univers commun, un rapport au monde. Je veux dire, bon, en particulier méditerranéen. Je veux dire, par rapport au nord, lointain, le sud, la métropole, qu'on ne connaissait pas d'ailleurs, que personne ne connaissait vraiment. Enfin, bon. Et donc déjà, ça c'est un premier aspect. Puis un deuxième aspect, c'est que dans mes études, les archives, etc., universitaires et tout, qu'est-ce qu'on voit ? Eh ben, on voit énormément d'Européens qui ont été des opposants à la colonisation. Mais même dans un temps très lointain, je n'irai pas jusqu'à Jaurès ou Clémenceau, qui n'étaient pas du tout des partisans de la colonisation. Et puis plus récemment, bien sûr, des gens comme François Mauriac, comme Gisèle Halimi, comme Pierre Vidal-Naquet, comme André Mandouze. Ce sont des gens qui ont toujours refusé la présence coloniale. Ils se sont battus. Je veux dire, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, ils ont été humiliés, insultés. Il faut lire, hein, je veux dire, les mémoires de Claude Lanzmann à propos de Sartre et Simone de Beauvoir. Ils n'osaient même plus sortir dans la rue tellement ils se faisaient insulter. Ils ne pouvaient même plus aller au restaurant. Je veux dire, c'était très dur pour eux. Et c'est des gens qui ont combattu la colonisation. Ce ne serait pas leur rendre hommage aujourd'hui que de dire, eh ben, c'était bloc à bloc. Alors on va comme ça rayer d'un trait de plume les gens qui ont essayé de créer d'autres solutions, d'autres alternatives, qui ont combattu, qui ont créé des comités, France-Maghreb, qui ont essayé de dresser des passerelles, etc. Vouloir absolument faire écrire une histoire bloc à bloc, dans le fond l'Algérie en souffre aujourd'hui. L'Algérie d'aujourd'hui souffre de cette conception de l'histoire, parce que c'est une conception de l'histoire, disons, qu'on ne retrouve pas dans les autres pays anciennement colonisés. Moi, vous savez, j'ai vécu au Maroc pendant 4 ans. L'histoire marocaine, ce n'est pas une histoire bloc à bloc. Sinon, elle ne reconnaîtrait pas l'existence d'une minorité juive au Maroc, qui est inscrite dans la constitution marocaine, et ce qui n'existe pas en Algérie. Parce qu'ils n'ont pas la conception de l'histoire bloc à bloc. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y avait les Européens, il y avait la colonisation, il y avait de l'oppression, il y avait du nationalisme et de la résistance, bien entendu, mais il y avait aussi de la circulation. Mais vous savez, les nationalistes algériens, vous savez, j'en ai rencontré beaucoup, quand j'ai fait mon dictionnaire biographique, j'ai fait 600 biographies tout seul, dans les années 80, et j'en ai rencontré beaucoup, aussi Naït Ahmed, Mohamed Arbi, Ali Haroun, Omar Je ne vais pas citer tous les... Je les ai vus physiquement, j'ai parlé avec eux pendant des heures, c'était
c'était des témoignages que j'avais recueillis. Enfin, j'ai une cinquantaine de témoignages, c'est beaucoup, hein, à faire. Et bien, qu'est-ce qu'ils me disaient tous, dans le fond? Qu'est-ce qu'ils racontaient tous comme histoire? Ils racontaient que ils avaient été sur les bancs de l'école républicaine française et qu'ils avaient utilisé les principes, disons, de la Révolution française pour les retourner contre le système colonial. Ils me le disaient tous. De Ferhat Abbas à Hossein Ait Ahmed, des enfants de Messali, Djanina, jusqu'à... ils n'étaient pas contre la France, ils étaient contre le système colonial, ce qui n'était pas pareil. C'était pas pareil. Et puis là, on a reconstruit après une histoire qui dit, grosso modo, que tout le monde était contre la France et que c'était bloc à bloc. Et ce n'est pas une histoire qui correspond à la réalité historique. Justement, vous en parlez dans votre rapport de ces valeurs de 1789 qui fondent la justesse du combat pour l'indépendance. Et vous appelez de vos voeux dans vos préconisations deux choses qui m'intéressent de voir avec vous. C'est la panthéonisation de Gisèle Halimi et, au-delà de Gisèle Halimi, un grand colloque sur le refus de la guerre et de cette France qui s'est élevée contre l'injustice du fait colonial. À l'heure où on parle de décoloniaux et d'autres débats où le décolonialisme serait presque une tare, où en est-on de cette reconnaissance de ces hommes et de ces femmes qui se sont adossés à nos valeurs républicaines pour s'élever contre le fait colonial? Oui, alors d'abord, naturellement, chez tous ces personnages que j'ai rencontrés, hommes et femmes, il y avait les principes de la République, il y avait aussi d'autres références. Hein. Il ne faut pas croire qu'il n'y avait qu'une seule référence, il y en avait plusieurs autres. Il y avait l'existence du nationalisme arabe, qui est très important, la question religieuse, l'islam, bien sûr, c'est-à-dire l'attachement en fait à une culture, à une tradition dont ils avaient été dépossédés. Donc c'était aussi cette question. Vous voyez, oui, ça du côté algérien. De voir la pluralité des choses. Oui. Il n'y avait pas une seule chose. L'islam, point final, par exemple. Comme on croirait aujourd'hui, on réécrit, par exemple, l'histoire des indépendances uniquement à travers le prisme de l'islam, point final. Non, l'islam, point final, ça ne correspond pas à la réalité parce qu'il y avait d'autres influences. Ça allait, je veux dire, du marxisme au républicanisme, en passant par l'attachement, disons, à des valeurs culturelles et à la langue arabe. Bon, je veux dire, ça ne va pas faire plaisir aux berbères, mais eux-mêmes étaient attachés aussi à une forme de culture particulière qui était le berbère, et qui était en contradiction, d'ailleurs, par parenthèse, avec le fait colonial. Donc il y avait, vous voyez, il faut déjà insister sur la pluralité des engagements. C'est fondamental, parce qu'aujourd'hui, vous faites référence au débat d'aujourd'hui, on a réduit tous ces engagements anticoloniaux à une seule dimension, ce qui n'est pas vrai. Je veux dire, il y avait, je veux dire, quand on connaissait des personnages comme Hossein Ait Ahmed ou d'autres, ils n'étaient pas des ultra-religieux. Je ne trahis pas un secret en disant ça, ou même Messali. Hein. C'était pas ou Ferhat Abbas. Ils étaient musulmans, culturels, profondément, etc. Mais on ne peut pas réduire à une seule dimension leur engagement. Bon, ça c'est la première chose, disons, qui me paraît importante. La deuxième chose dans ce que vous soulevez, c'est effectivement la place des minorités européennes ou juives dans l'histoire, disons, dans cette histoire coloniale ou anticoloniale. Et ça, c'est très important parce que on ne peut pas procéder par éradication, mutilation des histoires. Il faut les ajouter, il faut agrandir l'histoire. Il ne faut pas amputer l'histoire. Il ne faut pas réécrire par amputation de l'histoire. Et ça, c'est un très gros problème qu'on a, notamment dans l'histoire intérieure algérienne et française. C'est-à-dire dans les deux histoires, on procède par amputation. C'est-à-dire qu'on voudrait ne voir en France, dans le nationalisme algérien, que la dimension islamique. Voilà, point final. Il y a toutes les autres dimensions d'apport, d'emprunt, de débat. Par exemple, les débats entre Kateb Yassine et Albert Camus, les débats, disons, initiés par Jean Amrouche, par exemple, avec d'autres, entre Emmanuel Robles et Mouloud Feraoun. On parle beaucoup des écrivains, parce que les écrivains, c'est très important pour comprendre une histoire. Et tous ces gens-là étaient dans des circulations incessantes de propos, de débats, de pluralité. Et leur débat, ce n'était pas exclusivement la question de l'islam. Il suffit de se plonger dans le journal de Mouloud Feraoun. Il faut le lire. Il n'était pas toute la journée en train de penser à ça. Par contre, c'est vrai qu'il était attaché à ça. C'est évident, personne ne peut le nier. Mais ce n'était pas l'unique préoccupation. Bon. Or, en France, aujourd'hui, malheureusement, en 2021, on réduit, disons, on rétrécit l'histoire à une seule
dimension, a une seule origine. Mais si on franchit malheureusement la Méditerranée aussi en Algérie, là, c'est pas simplement réduire à une seule dimension l'islam, non, c'est réduire à une seule fraction politique. C'est-à-dire que les mémoires plurielles du nationalisme algérien n'existent pas. La mémoire, par exemple, des messalistes, évidemment, a été gommée. Mais il n'y a pas qu'elle. La mémoire des berbéristes, qui étaient des militants politiques aussi. La mémoire des udmistes, c'est-à-dire la mémoire des partisans de Ferhat Abbas, a été aussi gommée. Je vous dis ça parce que quand j'ai été très ému quand j'ai fait ma biographie de Ferhat Abbas, au début des années 90, je me souviens des vieux militants udmistes, qui étaient après rentrés au FLN. Hein. Bon, évidemment, c'est leur parcours. Quelqu'un comme Hakimi, bon, tous ces gens sont morts maintenant, ils ont tous disparu. C'était très émouvant parce qu'il me livrait ses archives de l'UDMA, du mouvement de Ferhat Abbas, Égalité, le journal Égalité. Et c'était quelqu'un d'absolument extraordinaire parce qu'il souffrait de cette mutilation mémorielle. Parce qu'ils avaient été, disons, comment dirais-je, francophiles et algériens. Et c'était ça, c'était des républicains musulmans. Voilà. Ils s'affirmaient comme tels. Hein. Je veux dire, bon, c'était quand même extraordinaire. La mémoire udmiste, elle a disparu, jusqu'à aller jusqu'au docteur Benjelloun en Algérie, qui est un grand notable musulman, et dont sa mémoire a disparu. Il n'y a pas que ces mémoires-là, il y a la mémoire communiste, et aussi la mémoire religieuse. Mais dans le sens culturel du terme, je pense en particulier à quelqu'un comme Malek Bennabi. Je veux dire, c'est quelqu'un de très important dans l'histoire de la pensée algérienne. Malek Bennabi a joué un très grand rôle aussi. Je veux dire, dans l'interprétation critique de l'histoire, on ne le connaît pas suffisamment. Dans les années 50, il a joué un très grand rôle. Or, si on additionne toutes ces mémoires plurielles, c'est ça qui fait corps et qui fait nation. C'est cette richesse, précisément. Et à quoi il faut ajouter, bien sûr, l'engagement aux côtés des Algériens, des militants communistes algériens, dans lequel se trouvaient un certain nombre de juifs d'Algérie. On ne va pas tous les citer, Daniel Timsit, William Sportis, Ali Cherki. C'était quand même des gens qui étaient engagés, je veux dire, du côté du FLN, et qui appartenaient à cette histoire plurielle. Ils étaient dans cette histoire plurielle. Or, le drame, c'est qu'on a rétréci toute cette histoire, au point... Je vous donne cette anecdote parce qu'elle est un peu tragique, au point que, par exemple, l'effacement des mémoires, au point que dans une ville, je crois, je ne sais pas si c'est Oran, ils ont voulu enlever la rue Fernand-Yveton. Hein, c'était il y a 2 ans. Parce qu'ils disent, qui c'est Fernand-Yveton? C'est un Français, bon, qu'est-ce que ça fait là, etc. Et ça a été une mobilisation des anciens combattants algériens, des vrais ceux-là, qui ont dit, mais non, on ne va pas enlever la rue Fernand-Yveton parce qu'il a été guillotiné en criant « Vive l'Algérie !» en 1957, Fernand-Yveton. Et donc, il a donné sa vie pour l'Algérie. Et vous voulez débaptiser la rue Fernand-Yveton? C'est ça la mutilation mémorielle. C'est terrible comme histoire. Et dans le fond, l'Algérie aurait tout intérêt à retrouver, j'allais dire, la pluralité et la totalité de son histoire. Ce qui fait sa richesse, son ouverture au monde. Bon, je disais tout à l'heure, je parlais du Maroc parce que j'y ai vécu 4 ans quand même. Donc j'ai vu, ça a été un des grands points, un grand sujet d'étonnement pour moi, hein, qui était tellement immergé dans l'Algérie, dans cette culture, etc. D'aller voir un musée du judaïsme à Casablanca. Je veux dire, je m'y attendais absolument pas. Vous voyez, c'est quand même... Or, il faut savoir que même si les Juifs ont été assimilés à la France, le décret Crémieux, enfin bref, tout ça on le connaît, ça appartient à cette histoire, ça appartient à 2000 ans d'histoire. Et donc, il faudrait revenir à ça. C'est d'ailleurs pour ça, je fais une parenthèse, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de diriger une grande exposition qui aura lieu à l'Institut du monde arabe. C'est un événement qui aura lieu à partir du mois de novembre, dont le titre à lui seul est un programme, c'est Juifs d'Orient. C'est-à-dire de raconter l'histoire de 2000 ans d'histoire des communautés juives en Méditerranée, en Orient au sens large. C'est un événement très important pour l'histoire du monde arabe. C'est très important parce que dans le fond, il y a aussi, même chez les Juifs aussi, qui ont oublié cette part d'orientalité de leur histoire. Ils l'ont gommé aussi, cette part. Il n'y a pas que d'un côté. Hein. Eh ben, il faut retrouver toute sa mémoire. C'est pour ça que vous avez raison de parler de sortir de l'hémiplégie, en fait. Je crois même que vous menez un autre travail au Musée national d'histoire de l'immigration. Qui poursuit celui-là. Voilà, absolument. Qui complète sur l'aspect de ces relations juifs et musulmans. Donc, ce que je retiens aussi, c'est, sans revenir sur les diagnostics que vous portez, par exemple, sur les lois d'amnistie qui vont créer de l'amnésie, et un peu la narration que vous faites sur les retours de mémoire au début des années 2000, on va s'attarder maintenant sur des
préconisation de votre rapport, qui, au-delà de, entre guillemets, la gloire de nos pères, cette demande de restitution de la figure des pères dans tous les groupes de mémoire qui auraient été ensevelis par cette amnésie, quel que soit leur rôle. On peut penser en France aux familles harkis, bien évidemment aux soldats, aux officiers et aux soldats, ou aux familles de rapatriés dans toute leur diversité. Vous parlez à la page 85 des archives comme d'un patrimoine commun. Je crois que vous n'êtes pas le seul, puisque d'autres vous ont emboîté le pas, notamment Fouad Soufi, que vous citez dans l'ouvrage, sur ce partage de mémoire et aussi d'archives qui doit caractériser, à votre sens, les relations franco-algériennes dans les prochaines décennies. Quoi dire de plus sur ces archives? Qu'est-ce qui fait obstacle à ce partage des archives, au-delà de l'aspect technique et administratif? Il y a quand même le problème administratif et technique. Je veux dire, en France, ça a été compliqué de revenir à la loi de 2008. C'est toujours compliqué, c'est toujours une bataille des historiens. Même si le président de la République, qui a suivi une de mes préconisations, a décidé d'ouvrir davantage les archives en allant jusqu'en 1970, alors que la consultation s'arrêtait en 1954. C'est quand même un grand pas en avant. Je trouve ça très bien. Maintenant, il faut continuer sous la forme de... comment dire, d'abroger ou de contourner, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, la circulaire 1300, qui freine l'accès aux archives au nom du secret défense. Donc il y a un abus du secret défense sur un certain nombre de questions. Donc c'est vrai que ça existe, cette sorte de tracasserie, entre guillemets, administrative, bureaucratique. Bon, ça c'est un point. Maintenant, je dirais sur la question des archives, un autre aspect qu'on soulève assez peu, quand on veut parler du patrimoine commun. Les archives, ce n'est pas simplement les archives d'État. On ne peut pas écrire l'histoire simplement en protestant sur le fait qu'on n'a pas accès suffisamment aux archives d'État. Alors c'est une condition sine qua non, et je connais le combat des historiens, notamment algériens, et ça c'est très important, qui veulent accéder aux archives, notamment de l'après-indépendance, ça fait 60 ans maintenant. Accéder à ces archives, ça permettrait de bien comprendre ce qui s'est passé pendant la guerre elle-même et pendant, disons, dans l'histoire du nationalisme algérien, l'histoire compliquée du nationalisme algérien. Enfin, fermons cette parenthèse. Donc, pour moi, il y a la bataille des archives d'État, c'est incontestable. Mais il y a aussi la bataille pour préserver une mémoire d'archives par fabrication de ce qu'on pourrait appeler des archives orales, des archives de témoignages. J'ai parlé tout à l'heure de mon dictionnaire biographique, des militants algériens que j'ai fait dans les années 80, entre 80 et 85. Eh bien, tous ces hommes que j'ai interrogés sont morts. Je veux dire, bon, ils ont disparu. Bon, c'est des gens qui sont tous nés entre 1915 et 1925 à peu près. Le plus jeune, entre guillemets, était né en 1933. Donc, vous voyez, progressivement, il y en a encore quelques-uns qui sont vivants, mais la plupart ont disparu. Du côté français, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a une mémoire qui est en train de disparaître physiquement, d'abord parce que la plupart des grands acteurs politiques sont morts. Je veux dire, bon, tous les présidents du Conseil, de la 4e République, les cabinets, etc., y compris, je veux dire, sous la présidence de Charles de Gaulle, enfin, je veux dire, de 58 à 62, etc. Petite parenthèse, pour vous dire que c'est une grande différence entre l'Algérie, par exemple, sur le plan juridique, et le Rwanda, dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est que la plupart des acteurs directs, c'est-à-dire ceux qui décidaient, en fait, des décideurs politiques, sont morts sur l'Algérie. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de lois d'amnistie sur l'Algérie, parce que ça a permis de ne jamais faire de procès et de jamais rentrer sur le plan juridique. Ce qui n'est pas le cas du Rwanda, où les acteurs sont encore tous vivants. C'est pas pareil, c'est plus compliqué. Tandis que pour l'Algérie, là, on est confronté donc à un problème qui n'est plus tellement sur le problème juridique, mais qui est le problème de la préservation des mémoires, donc de fabrication des archives orales. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi, j'ai toujours reçu énormément de manuscrits, d'anciens soldats, femmes aussi, je veux dire beaucoup, je veux dire de femmes pieds noirs, femmes harkis, femmes comment dirais-je, immigrées, l'immigration algérienne en France, énorme. Et tous ces gens avaient envie de parler, avaient envie d'être publiés, édités. Et à chaque fois, ils me disaient, ou alors vous aviez des décès aussi de gens. Par exemple, je me souviens aussi du décès de Jacques Charby, qui était un militant très engagé. Bon,
Il y a mon ami Mehdi Lalaoui aussi était confronté à ce problème-là, parce que à chaque fois qu'il y avait des personnages qu'on connaissait importants qui disparaissaient, les enfants me téléphonaient en me disant mais qu'est-ce que je vais faire des milliers de livres de mon père, des milliers de lettres de mon père, les brochures, les archives, enfin parce que tous ces gens avaient, l'Algérie avait été le combat de leur vie, hein, et ils avaient gardé comme ça plein de choses, et moi je disais mais je sais pas où déposer tout ça. C'est-à-dire, comment voulez-vous que moi tout seul, je ne vais pas m'amuser à entreposer dans ma cave, disons, toutes ces archives-là. Et donc, l'idée m'est venue, dans les préconisations, précisément, de faire en sorte de mettre en place une commission mémoire et vérité, mais qui soit pas sur le plan, qui soit pas la même chose que, par exemple, que ce qui s'est passé en Afrique du Sud ou je ne sais quoi, mais qui soit beaucoup plus centré sur la question de la fabrication des archives orales. C'est-à-dire de créer un lieu où on puisse entreposer des milliers de mémoires sur cette question-là. Alors, ce travail, il a commencé à être fait notamment par l'ONAC. Hein, ils ont commencé à faire ce travail-là, mais il faudrait qu'il y ait, disons, une prise en charge plus grande de l'État. Et à partir de là, le patrimoine commun, oui, sur la mise en commun, disons, des mémoires de part et d'autre de la Méditerranée. Je veux dire, bon, je parlais tout à l'heure des échanges littéraires entre les grands écrivains. Je veux dire, comment dire, les grandes correspondances entre Mouloud Ferraoun, Albert Camus, Emmanuel Robles, tous ces gens, et s'écrivaient beaucoup entre eux. Je sais qu'il y a un gros travail qui a été fait. Jean Pellegrini, Jean Daniel, etc. Enfin, tous ces gens écrivaient beaucoup. Et ce travail, il a commencé à être fait j'allais presque dire en désordre. Hein. Alors, il faut effectivement, ça, c'est un patrimoine commun. Parce que maintenant, l'Algérie est un pays indépendant. Il a 60 ans d'histoire, un État. Je veux dire, personne ne songe à revenir en arrière. Sauf quelques vieux cercles réactionnaires basés du côté de Perpignan ou de je ne sais où. Ils s'imaginent qu'ils vont revenir en Algérie française. Mais enfin, combien ils sont aujourd'hui, hein? Un peu comme les anticastristes de Miami, quoi. Bon, là, c'est fini. L'histoire, elle est passée maintenant. La question, c'est pas de dire on va revenir en Algérie française. La question, c'est de préserver une mémoire commune. C'est ça la vraie question. Et donc, à partir de là, le patrimoine commun qu'on peut essayer de sauvegarder, parce qu'il y a eu une histoire, comme je le disais tout à l'heure, bien sûr une histoire violente, bien sûr une histoire de domination, de crimes, etc., mais aussi une histoire d'échange, mais aussi une histoire de circulation. Et toute cette histoire-là, toute cette mémoire, il faut la préserver, bien entendu. Est-ce que cela explique votre préconisation de relancer ce musée de la France en Algérie à Montpellier? Est-ce que ce serait le lieu? Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'il y a effectivement une sorte de lien qui existe entre la commission et le musée. C'est-à-dire que si tout ça, c'est lourd à mettre en place, hein, c'est pas simple. Notamment un musée, c'est un établissement public. Je sais à quelles difficultés on se heurte. J'ai moi-même j'ai présidé un musée Porte Dorée. Je vois très bien l'énorme, disons, difficulté au niveau des salaires, des statuts, des lieux à entretenir. Enfin, c'est un très gros truc. Hein, bon. Donc, ça veut dire une mise en branle considérable. Hein. C'est une décision politique, si elle est prise sur un musée, c'est considérable. Hein. C'est-à-dire qu'on essaie de préserver la mémoire de cette histoire commune. Et donc il faut beaucoup d'argent. Hein. C'est d'abord voilà. Et donc, effectivement, la fabrication d'un patrimoine franco-français et pourquoi pas franco-algérien, eh bien, pourrait trouver effectivement un aboutissement. D'après ce que je sais, c'est que le maire de Montpellier a montré un intérêt très vif. Il est d'accord. Vous savez, c'est très important, les accords politiques. Parce que quand vous avez un accord politique, après, vous pouvez avancer sur le plan budgétaire, financier ou autre. Mais s'il y a beaucoup de désaccords politiques, s'il n'y a pas de volonté politique, les choses traînent, s'éternisent. Je le sais aussi à cause du musée de l'immigration, parce qu'il y avait eu l'accord politique de Jacques Chirac pour ce musée de l'immigration. Et comme vous le savez, ce musée n'a été inauguré que 10 ans après son ouverture. Alors que quand je suis arrivé à la présidence du musée, que François Hollande l'a inauguré. Mais il n'a pas été inauguré pratiquement pendant 10 ans. C'est-à-dire que parce qu'il n'y avait pas cette volonté politique. Et donc la vie de ce musée était quasiment en sursis, quoi, avec une très grande inquiétude des gens qui travaillaient au musée, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que oui, il y a un couple entre commission et musée,
qui peut se mettre en place comme une sorte de synergie. Mais bon, il faut là voir comment, effectivement, le président de la République va se mettre en mouvement sur ces questions-là. Ça, je ne peux pas le décider à sa place. Sur l'aspect toujours de la connaissance et du patrimoine, vous appelez de vos voeux la création de postes à l'université sur ces thématiques, sur le Maghreb contemporain et particulièrement sur cette question franco-algérienne. Quel diagnostic aujourd'hui à l'université? Y a-t-il une dynamique en ce sens ou il faut la créer? Il faut créer une dynamique parce que le problème, c'est qu'on souffre. Je parlais tout à l'heure, vous savez, cette sorte de vision uniforme sur la polarisation sur l'islam. Pourquoi il y a cette polarisation? C'est parce qu'on ne regarde pas le monde maghrébin pour aller vite, ou même le monde africain, dans sa pluralité et sa richesse de civilisation et culturelle ou linguistique. On ne le voit que sous un seul prisme. Donc c'est Fondation pour l'islam de France, études sur l'islam, etc., etc. Mais on ne peut pas réduire l'histoire de peuple, de société, exclusivement à travers une appartenance religieuse. Il y a énormément de choses. Je veux dire qu'il faudrait créer effectivement des postes de professeurs, je l'ai toujours dit, hein, c'est pas nouveau, des postes de professeurs d'histoire du Maghreb contemporain, 19e, 20e siècle. Il n'y a pas de chaire d'histoire du Maghreb contemporain, ça n'existe pas au Collège de France. Il n'y a pas ça. Donc il y a très peu de postes en France, très peu de professeurs. Vous le savez, moi on était nombreux à venir vous voir. Nombreux dans les séminaires que je dirigeais de doctorants, où il y avait, je ne sais plus, 15 ou 20 doctorants avec moi, et il y avait pratiquement pas d'autres professeurs, il y a très peu de professeurs. Il y avait, je crois, 4 ou 5 en France au total. Donc c'est vous dire que, dans le fond, en ne prenant pas en compte la pluralité d'une histoire sur une aire géographique précise, on ouvre la voie à des interprétations univoques et on ouvre la voie, effectivement, à des interprétations exclusivement religieuses, pouvant aller jusqu'à l'intégrisme religieux. Et c'est ça le problème. Et il faut redresser la barre, il faut revenir à l'histoire, mais l'histoire plurielle. Et pas simplement une histoire exclusive et unique, mais une histoire qui est celle des hommes et des femmes qui vivaient dans une société, qui avaient des aspirations, des désirs, des croyances religieuses, mais aussi des habitudes alimentaires, des engagements politiques, bref, l'histoire de société au sens large, comme on a fait l'histoire de l'Europe de l'Est, comme on a fait l'histoire de l'Amérique latine. On ne s'est pas amusé à faire l'histoire de l'Europe de l'Est uniquement à travers l'histoire du christianisme, même si le christianisme joue un rôle très important. Mais il y avait d'autres histoires. Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible pour ce qui concerne, par exemple, l'histoire coloniale et le Maghreb contemporain? Il y a plein d'histoires. Donc il faut créer des postes, bien sûr. Pour faire le lien avec l'Algérie, qui connaît des réactions et des fortunes diverses à l'encontre de votre rapport, on va y revenir. Vous parlez de créer un office franco-algérien de la jeunesse, des coopérations universitaires plus vastes, des collections d'ouvrages dans une grande maison d'édition, et également vous appelez de vos voeux à des visas de chercheurs pour faciliter la venue, on va dire, de la nouvelle garde de la recherche algérienne en France, notamment dans les centres d'archives. Cette coopération franco-algérienne, quel que soit son futur, a-t-elle eu des précédents? Et comment faire pour aller vers cette coopération mutuelle, sachant que vous le disiez par exemple, rédiger un manuel commun, comme ça a été le cas pour la France et l'Allemagne, entre la France et l'Algérie, paraissait illusoire, voire impossible. Alors justement, sur cette histoire de manuel commun, il n'existe pas de manuel scolaire franco-allemand. C'est un mythe. Il existe un livre qui dit voilà comment pourrait être un manuel scolaire franco-allemand. Mais ce livre n'est jamais devenu un manuel en France ou un manuel en Allemagne. Alors on a le même problème. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est intéressant de voir comment se fabriquent les mythologies sur les réconciliations ou autres, parce que ça n'existe pas. Je m'en suis aperçu quand je suis... Non, le livre existe. Le livre existe, et en particulier, il a été, entre autres, c'est ça qui est drôle, parce que quand j'ai été enseigné à Berlin en 2011, j'ai rencontré les gens qui avaient fait ce livre, français et algérien. Il se trouve que
un des Français qui a travaillé sur ce livre, c'était un Algérien. Donc c'était assez drôle, cocasse. Qui avait beaucoup travaillé sur ce qu'on appelait entre guillemets le manuel franco-allemand. Bon, c'est assez cocasse. Bon, enfin bref. Mais ça n'a jamais été un manuel commun. Hein, je veux dire, c'est pas le manuel qui est utilisé au lycée de Berlin et au lycée d'ici. Ça n'existe pas. Bon, enfin bref, fermons cette parenthèse. Mais il faut de toute façon décloisonner les savoirs. Il faut que ça circule. De toute façon, ça existe déjà, le décloisonnement des savoirs. Le nombre de colloques franco-algériens est considérable. Je veux dire, je ne vais pas ici les citer, j'en cite quelques-uns hein, dans mon livre, mais je ne les ai pas tous cités. Il y en a beaucoup, parce que vous savez, quand sont publiés ensuite les ouvrages et les trucs, vous avez toujours des gens qui vous écrivent après. En disant, oui, mais moi, j'ai moi-même, tu as oublié de citer le rapport de Lyon en 2004. Et là, je me suis dit, mais merde, il y avait plein de colloques, en fait, et plein de séminaires. Je me souviens même de Jeudi de Lima, où il y avait des rencontres, je veux dire, organisées entre Français et Algériens pour parler de l'histoire, des questions de difficulté, etc., etc. Donc ça n'a jamais cessé, ces questions-là. Le problème, c'est d'organiser tout ça. Le problème, c'est de donner un cadre politico-juridique à tout ça. C'est ça le problème. Parce qu'entre chercheurs, moi, je connais presque, de ma génération, bien sûr, mais je connais pratiquement tous les historiens algériens. C'est pas un secret. Hein. Jusqu'au dernier, malheureusement, qui était mon meilleur ami, qui est décédé l'année dernière, Abdelmejid Merdassi. J'en profite, puisque je suis ici à l'Institut du monde arabe, parce qu'il était avec moi à l'Institut du monde arabe, précisément, pour discuter de ces questions-là. Et il était un chercheur, un grand intellectuel algérien, qui est parti d'un coup comme ça, enfin bref. Et donc moi j'ai toujours travaillé, bien sûr, avec Mohamed Arbi, avec Hassan Remaoud, avec Fouad Soufi, vous l'avez cité, enfin tous ces gens, ils sont des chercheurs qui ont traversé la Méditerranée, etc. Mais il n'y a pas de cadre, je veux dire, de travail, de réflexion commun. Et non seulement il y a ça, mais il y a toujours cette difficulté pour traverser la Méditerranée d'une rive à l'autre. Bon, maintenant, il y a le Covid, donc ça complique encore plus, mais même avant, il n'y avait pas de visa à entrée multiple pour les chercheurs. C'est pour ça que j'ai préconisé l'histoire des visas à entrée multiple quand on est chercheur, quand on est historien, en rapport, bien sûr, avec des recommandations universitaires. Hein. C'est pas comme ça des gens qui disent « Ah tiens, j'ai envie d'aller à Aix-en-Provence hein. ». Mais c'est dans le cadre de recherche universitaire réelle. Donc c'est très important. Donc il faut codifier tout ça. Parce qu'il n'y a pas... Ce sont des choses qui existent, mais qui vont de soi, mais ne sont jamais codifiées. Donc les gens font ça de leur propre... De manière artisanale. C'est très artisanal, voilà, mais ça a toujours existé. Donc moi, quand je dis office franco-algérien, quand je dis les libres circulations, quand je dis l'édition commune, etc., c'est d'essayer de tracer un cadre. Je ne dis pas que ça va se réaliser, mais de dire... Dans le fond, ce rapport, c'est un rapport, entre guillemets, des possibles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Je ne dis pas que ça va se réaliser, hein, mais qu'est-ce qu'il est possible d'entreprendre? Alors, moi, j'ai préconisé, ce qui était possible d'entreprendre, c'était de reconnaître quand même l'assassinat de Ali Boumengel, puisqu'on arrive à la fin quand même maintenant de notre rencontre. Et ce possible est devenu réalité quand même. Donc c'est à la fois un rapport des possibles, mais qui, je l'espère, peut se transformer en réalité. C'est ça, en fait, l'objectif, c'est d'ouvrir des pistes, sans forcément croire que tout va se réaliser. Vous parlez, puisqu'il nous reste quelques minutes, vous parlez de ces gestes, ce champ des possibles qui est tracé ici dans votre rapport et ces préconisations. L'histoire s'est accélérée puisque la reconnaissance officielle par la voix du président de la République de l'assassinat qui avait été avoué par Aussares au début des années 2000, cette année a été reconnue. Si je ne m'abuse, la consultation pour la panthéonisation de Gisèle Halimi a démarré. Des travaux, j'allais dire, préfiguration, peut-être cette fameuse commission semble engagée. Le président de la République a décidé, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'élargir la temporalité d'accès aux archives jusqu'aux années 70. Donc votre rapport n'a pas été là pour caler un meuble, mais c'est ce qu'on dit dans le jargon, oui. Mais a eu déjà des conséquences alors qu'il est relativement jeune. Vous appelez aussi à certains gestes, j'allais dire symboliques, comme l'épée de l'émir Abdelkader
et de sa restitution éventuelle à l'Algérie, ou d'une commission, d'un comité qui travaillerait à l'histoire et au devenir du canon de Baba Merzoug. Ces gestes mémoriels et de reconnaissance que vous appelez à voir se multiplier, qu'en est-il du côté algérien ? Qu'est-ce que la France pourrait attendre du même acabit ? Peut-être ce travail de préservation et d'entretien des sépultures des populations européennes et juives d'Algérie ? D'autres aspects peut-être ? Oui, tout à fait. Mais sur les préconisations, il y en a une dont vous n'avez pas parlé qui me semble importante peut-être dans les mois qui viennent. C'est la question des essais nucléaires. Parce que la France a fait 17 essais nucléaires, y compris après l'indépendance de l'Algérie. Et le problème, naturellement, n'est pas de dire quel est le secret de la fabrication de la bombe atomique et ce qu'il y a dedans, etc. C'est pas ça du tout l'objectif, disons, d'accéder aux archives, mais c'est d'accéder tout simplement aux cartes des lieux qui permettent de déterminer quel a été le sort des populations civiles et éventuellement aussi, bien sûr, de procéder à des réparations financières. Donc c'est quand même un aspect qui peut-être sera traité dans les mois qui viennent. Donc il faut aussi aborder, disons, il y a tellement de préconisations que j'ai faites. Et celle aussi, celle-là est importante. Je citerai aussi une autre préconisation qui est importante, c'est la question des disparus. Tout à fait. Parce que c'est une question très lourde, là vraiment de la guerre d'Algérie, parce qu'il y a eu beaucoup de disparus pendant la guerre. C'est un dossier très important. Il y a beaucoup de familles qui continuent de chercher leurs disparus, beaucoup de familles algériennes, notamment pendant la bataille d'Alger, il y a eu... Paul Tegel m'avait avoué dans l'entretien qu'il avait fait avec moi en 1990, il est décédé après, il m'avait avoué qu'il avait compté lui-même personnellement, puisqu'il était secrétaire général de la police à Alger quand même, de la préfecture pardon, à Alger, c'était le chiffre de 3000 disparus algériens, ce qui est quand même colossal, je veux dire sur la bataille d'Alger qui, ne l'oublions pas, a duré de janvier 57 à juillet 57, septembre 57. Donc c'est quand même des chiffres très lourds. Il y a les Européens d'Algérie aussi qui ont été enlevés. Bon, on le sait, qui ont disparu. Plusieurs centaines de personnes, notamment après l'indépendance. Il y a un film d'ailleurs qui avait fait un très beau film sur les disparus. C'était Hélène Cohen qui parlait de sa famille qui avait disparu en l'été 1962. Donc c'est là aussi quelque chose de très grave avec ce que j'ai préconisé, une sorte de guide des disparus. Il y a une association qui existe déjà sur cette question des 1000 disparus, objectif 1000, etc. Bon, avec Fabrice Resputier en particulier, qui travaille sur cette question-là. Donc c'est aussi une préconisation, on va voir, disons ce qui va... L'essentiel pour moi, encore une fois, je précise cela, c'était pas d'avoir encore une fois une dispute idéologique sur le colonialisme. L'objectif de ce rapport, pour moi, c'était pas ça. C'était pas de dire est-ce qu'il va falloir faire de la repentance, est-ce qu'il y a un bienfait du colonialisme, etc. Ces disputes-là, moi, dans le fond, je les ai eues, je les ai menées, je les ai vécues pendant 40 ans. Voilà. Le défi que j'avais à relever pour moi-même, d'ailleurs, c'était non pas de revenir et de manière confortable dans les disputes idéologiques sur le colonialisme, mais dans le fond, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer concrètement. Parce que les dossiers sont très lourds, sont très importants, et moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas simplement d'écrire l'histoire, mais pourquoi pas d'essayer de faire l'histoire, c'est-à-dire d'être dans cette histoire pour dire quels sont les dossiers qui peuvent avancer réellement, et non pas continuer, vous savez, les discours idéologiques d'accusation, j'en ai lu pas mal depuis la sortie de mon rapport, d'extermination, accusation, enfin, mais avec aucune portée, je veux dire, réelle, quoi. Il n'y a pas de portée réelle, quoi. Bon, enfin, fermons la parenthèse. Donc moi, c'était ça l'objectif, c'était effectivement de dire comment on peut réellement traiter des dossiers mémoriels très lourds entre les deux pays. Et parmi ces dossiers, on arrive à l'Algérie, il y a effectivement la question des cimetières, dont on ne parle pas du tout, parce que quand même, lorsque vous avez, disons, 1 million d'Européens, dont font partie les Juifs, qui ont vécu en Algérie, au minimum sur 6 générations pour les Européens, et pour les Juifs d'Algérie, au minimum 25 générations. Donc, c'est quand même pas des petites histoires. Et à partir de là, comment autour de la question des cimetières, on pourrait, disons, avoir des gestes ensemble, y compris algériens. Et à ce niveau-là, il y a une association, parce que j'ai rencontré pas mal d'associations aussi, pour faire ce rapport, dans des conditions un peu acrobatiques, parce que comme j'avais pas de moyens de financement, 0 €, donc j'ai dû faire ça tout seul dans des cafés. À l'époque, c'était pas simple. Ils étaient ouverts encore pendant le Covid. Donc
ça n'a pas été ça. Mais j'ai rencontré des associations, dont l'une en particulier, très intéressante, qui me proposait de faire en sorte que le cimetière Saint-Eugène d'Alger, qui est un cimetière magnifique, cimetière européen, édifié au bas de la basilique Notre-Dame d'Afrique, puisse être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour le préserver, tout simplement, parce que c'est un lieu unique. Par parenthèse, c'est dans ce cimetière qu'a été enterré un des derniers Européens à vouloir être enterré en Algérie, qui était Roger Hanin. Donc c'est quand même aussi un symbole historique important. Et donc, je l'ai essayé dans les préconisations que je propose. C'est parce que ça a une valeur symbolique aussi très forte. Préserver une mémoire, ça passe par là aussi. Finir un travail de deuil, ça passe aussi par là. Et c'est pas simplement écrire des livres sur la transmission de la mémoire. C'est aussi se traiter là où cette mémoire s'incarne, c'est-à-dire les cimetières. Et ça, c'est quand même des choses qu'il faut aborder, traiter de front, et qu'on n'aborde pas, qu'on ne discute pas, je veux dire, suffisamment. Bon. Donc voilà, alors évidemment, comment dire, du côté algérien, moi je ne peux pas, j'ai déjà dit, mais moi je ne peux pas me substituer, disons, aux décisions qui peuvent être prises en Algérie sur ces questions-là. Simplement, c'est vrai que le discours algérien, on le connaît, officiel, c'est un discours qui consiste à dire nous avons été occupés, donc on n'a rien à faire comme geste, notre histoire, elle est close. Je veux dire, bon, voilà. Mais il y a une histoire commune quand même, c'est ça le problème. Il y a une histoire de résistance, il y a une histoire d'opposition, il y a une histoire commune de passerelle sur le plan culturel, tout ce que j'ai évoqué, je ne vais pas revenir tout ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à cette question-là? Dans le fond, c'est à eux de me le dire, c'est pas à moi. Je veux dire, c'est aussi aux chercheurs, c'est aussi aux intellectuels, je veux dire algériens, peut-être de sortir d'une histoire exclusivement ou étroitement nationaliste pour essayer de voir aussi une histoire en partage, une histoire de circulation et qui permette à l'Algérie de s'ouvrir au monde. Et, ça me paraît évident. Je veux dire qu'il y a quand même, à la faveur du rapport, il y a eu quand même pas mal de textes là-dessus. Moi, j'ai été très surpris, par exemple, de découvrir dans un journal comme L'Expression énormément de points de vue sur ce thème-là. C'est-à-dire sur, oui, il faut discuter d'une mémoire commune, oui, effectivement, il y a eu des pieds noirs, oui, effectivement, il y a eu des Juifs d'Algérie qui ont vécu dans cette histoire, qui ont participé de cette histoire, même si on n'était pas d'accord ensemble, même si on s'est séparés, des Crémieux, etc., tout ça est connu, mais ils ont vécu dans cette histoire. Et donc, on ne peut pas faire abstraction. Et il y a des textes qui existent. J'en ai encore vu un cette semaine dans l'Expression, d'un descendant de pieds noirs qui s'est exprimé dans l'Expression sur cette orientation, entre guillemets, très camusienne. C'est ça, c'est aussi intéressant. Et donc voilà, mais ça, je peux pas me substituer, je peux pas tout faire. Moi, j'ai ouvert, disons, des... Vous pouvez presque tout faire. Moi, j'ai ouvert simplement un chemin. Maintenant, c'est aux nouvelles générations de s'emparer de tout ça, de mettre en œuvre ces préconisations, d'en découvrir d'autres aussi. Il peut y avoir d'autres choses à faire. Il y a plein de choses à faire. On va retenir une expression, Benjamin. Vous étiez celui qui écrivait l'histoire. Aujourd'hui, vous souhaitez faire l'histoire. Eh bien, nous verrons si cette année 2021 et ces commémorations qui se préparent pour le 17 octobre cette année, qui marque le 60e anniversaire de ce massacre des ouvriers algériens en 1961, et ensuite les commémorations des dates que vous avez énumérées de 1962. Nous verrons ce qu'il adviendra de ces débats mémoriels et historiques. Néanmoins, merci pour ce travail. Nous avons enregistré cette émission aujourd'hui, le lundi 29 mars 2021. Une fois que vous verrez ces images, nous ne savons pas si d'autres gestes, d'autres décisions auront été prises. En tout cas, le débat est ouvert, la voie est tracée. Merci Benjamin Stora, merci à l'équipe de l'Institut du monde arabe, à sa régie technique pour avoir enregistré cette conversation. Rendez-vous à la semaine prochaine.